Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par les spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Histoire en série est l'association Les Têtes Imaginaires, éditrice de la revue Fantasy Art and Studies, représentée par Justine Breton, Florie Morin et Viviane Berg, diffuse la journée d'études Fantasy en série, Qui suis-je? Construction et évolution de l'identité dans les séries télé de fantasy, donc une journée d'études qui s'est déroulée en ligne sous forme de visioconférence les 3 et 4 février 2023. L'ensemble des interventions ont été enregistrées et seront retransmises sur le podcast Histoire en série et feront d'ailleurs l'objet d'une publication dans le 14e numéro de Fantasy Art and Studies programmé pour cet été. Bonne écoute à tous. Nous allons donc pouvoir poursuivre notre journée d'études sur l'identité et la construction, et plus exactement la construction et l'évolution de l'identité dans les séries télévisées de fantasy. Donc après cette première session sur le récit d'apprentissage et cette jeunesse en construction, ou en déconstruction vis-à-vis du modèle parental aussi peut-être, nous abordons une deuxième session consacrée aux questions d'identité féminine, de magie et de sororité. Des questions qu'on a déjà commencé à aborder en filigrane et qui vont pouvoir être exploitées de façon plus approfondie. Pour commencer cette deuxième session, nous allons accueillir Sabrina Lusuriello, que nous remercions de sa présence. Sabrina Lusuriello est docteure en littérature française et comparée, et elle a soutenu sa thèse intitulée « Marguerite Duras ou l'écriture en négatif, de l'envers à l'endroit » à l'université Sorbonne Nouvelle, Paris 3. Elle a publié par ailleurs plusieurs articles sur l'œuvre de Marguerite Duras, a participé à des journées d'études, à différentes publications, et récemment, en plus de ses travaux sur Marguerite Duras, elle s'intéresse à l'analyse des séries télévisées sous l'angle des sciences humaines. Et d'ailleurs, son article intitulé « Un pour tous, tous contre un, la famille dysfonctionnelle dans The Originals » paraîtra prochainement dans la revue Interaction. Pour aujourd'hui, lors de ce colloque, elle intervient sur le sujet avec ce titre « Sœurs, sorcières et stéréotypes, l'identité féminine dans Charmed ». Et je vous cède donc la parole. Bonjour, merci pour l'invitation et également merci pour la présentation. Alors, je vais essayer de partager mon écran. Est-ce que ça marche ou pas? Oui, tout à fait. Oui, d'accord. Alors, pour commencer, donc, je vous montre un peu ce que j'ai fait sur Charmed. Je présente une communication que j'ai intitulée « Sœurs, sorcières, stéréotypes, identité féminine dans Charmed ». Depuis ma sorcière bien-aimée jusqu'à Buffy contre les vampires, en passant par Sabrina l'apprentie sorcière, la figure de la sorcière qui s'invite dans les séries télévisées met à nu les mystères de l'identité féminine. Tantôt, elle tente de mener une vie ordinaire sans renier ses pouvoirs magiques, tantôt elle s'efforce de remplir ses rôles féminins sans compromettre son émancipation. En effet, la transformation en sorcière révèle les conflits intérieurs de l'héroïne en puissance et symbolise le passage à l'âge adulte, en particulier la prise de conscience de ses capacités naturelles. Charmed n'échappe pas à cette mode envoûtante du girl power. La série met en scène la quête identitaire triplement explorée par les sœurs Halliwell, qui s'initient à la fois à la sororité, à la magie et à la féminité. Après la disparition de leur grand-mère maternelle, 3 sœurs fraîchement adultes héritent à leur grande surprise d'un pouvoir magique. Ensemble, les sœurs Halliwell pérennisent cet héritage surnaturel et exercent le pouvoir des 3, ultime arme féminine si redoutée dans l'univers masculin des démons, monstres et autres créatures fantastiques. Véritable série d'initiation, Charmed met à l'épreuve ces héroïnes qui doivent concilier
leur vie de sorcière nouvellement acquise avec leur vivre ensemble familial, leurs devoirs sociaux, leurs défis professionnels et leurs relations amoureuses, pour devenir des femmes à part entière. Comment les sœurs Halliwell parviennent-elles donc à affirmer et à asseoir leur féminité dans le monde du bien, où prime la tradition familiale, et dans le monde du mal, où règne la genre masculine? D'une part, il s'agit d'appréhender ici la construction et l'évolution identitaire des sœurs sous l'angle de l'héritage et de l'apprentissage. D'autre part, la pluralité des rôles des sœurs, aux prises avec les stéréotypes que dénonce la pensée bovarienne, battent en brèche plusieurs idées reçues, mais en renforcent d'autres. S'il est vrai que la constellation sororité-sorcellerie nourrit les clichés à l'encontre du sexe faible, chaque sœur représente pourtant, dans son individualité et dans son unité ternaire, tant par son tempérament que par ses pouvoirs magiques, un trait fort et féministe. Finalement, il s'avère pertinent de soumettre la redécouverte ou la découverte de soi au concept de performativité du genre élaboré par Judith Butler. En effet, par quelques gestes et formules magiques, à l'instar de l'incantation récurrente, je cite, « le pouvoir des trois nous libérera », fin de citation, la série assume ses marques féministes. Alors, la première partie, je l'ai intitulée « Sœur de son et apprentie sorcière ». L'épisode pilote s'ouvre sur l'emménagement de Phoebe dans le manoir, incarnation par excellence de l'héritage selon son étymologie latine. Manéreux signifiant rester, demeurer. Le manoir et tout particulièrement le grenier, pièce qui regorge de reliques du passé et de secrets familiaux, abrite des objets magiques comme le livre des ombres, un grimoire de sorcellerie. C'est au grenier où Phoebe prononce la formule inaugurale qui réveille à son insu le pouvoir des trois sœurs. Je cite, « En ce jour et en cette heure, j'invoque le pouvoir supérieur, donnez le pouvoir aux sœurs qui sont trois, donnez-nous le pouvoir des trois. » Fin de citation. La réunion des trois sœurs dans la même demeure coïncide ainsi avec leur entrée dans le monde de la magie. De fait, les pouvoirs magiques ne sont accordés aux sœurs que lorsqu'elles sont ensemble. Autrement dit, être à trois est la seule disposition possible, presque une clause magique, pour devenir des sorcières. Déjà dans le générique apparaît une photo que vous voyez également illustrée en bas du slide. Donc une photo où les trois sœurs vont se rapprocher magiquement. De même, le P3, le bar couvre Piper, est un clin d'œil au prénom en P des sœurs et au pouvoir des trois. Ensuite, le triquetra, le symbole que vous voyez en bas à droite, c'est un symbole celte qui orne la couverture du livre des ombres et il représente, surtout lorsque les trois triangles commencent à s'entrecroiser, le lien qui va nouer les sœurs. Dès le départ, la série suggère que plus les sœurs se rapprochent entre elles, mieux elles maîtrisent leurs capacités magiques. Au début, le vivre ensemble ravive de vieilles querelles, surtout entre Prue et Phoebe. Ce déséquilibre initial semble pourtant se corriger peu à peu avec l'arrivée des premiers pouvoirs. Phoebe, qui selon le jugement de Prue, je cite, n'a aucune clairvoyance, aucune notion de l'avenir, fin de citation, reçoit ironiquement le don de prémonition. Plus tard, elle possède le pouvoir d'empathie et de lévitation. Piper, la Benjamine qui joue souvent l'arbitre entre ses deux sœurs, sait figer le temps et faire exploser les êtres et les objets maléfiques. Quant à Prue, qui prend toujours l'initiative, elle exerce la télékinésie et maîtrise la projection astrale. Cependant, après la disparition de Prue, à la fin de la saison 3, le pouvoir des trois n'est plus assuré. L'apparition fortuite de Paige, leur demi-sœur jusque-là inconnue, permet de rétablir l'équilibre entre les personnages et de restaurer le pouvoir des trois. Et vous voyez une illustration également en haut à droite avec la réunion des trois sœurs, donc avec Paige. L'intégration de Paige, moitié être lumière et moitié sorcière, entraîne d'autres défis identitaires. Sur le ton de la plaisanterie, Paige rappelle qu'elle, je cite, était fille unique pendant 25 ans. Donc, c'est dans l'épisode 12, saison 5. En prenant la relève, elle doit endosser le rôle de Prue.
Les deux protagonistes partagent d'ailleurs quelques points communs. De fait, Paige et Prue peuvent toutes les deux déplacer des objets par la pensée et se transporter dans un endroit différent. De même, Paige se montre suspicieuse à l'égard de Cole, le copain démoniaque de Phoebe, qui n'a pas vraiment abandonné sa nature maléfique. Donc, je vous renvoie à l'épisode 15 de la saison 4. Ce qui entre évidemment en écho avec la méfiance de Prue envers Cole, alias Balthazar. Au retour de Barbas, épisode 7 de la saison 5, le démon qui lie la plus grande peur de ses victimes découvre que Paige craint de ne pas être à la hauteur de Prue. Pour Paige, il s'agit là d'un autre héritage familial, outre la magie, difficile à porter. Alexis Pichard avance même que, je cite, « Paige serait un personnage palimpseste derrière lequel on retrouve l'influence de Prue, que l'on devine en transparence. » Fin de citation. Par ailleurs, les liens intouchables qui se tissent entre les sœurs se renforcent davantage encore avec les invocations régulières de la grand-mère Penny et de la mère Patty. Ces retrouvailles magiques permettent aux sœurs de mieux comprendre et accepter l'héritage et la tradition familiale. Dans le même ordre d'idées, les sœurs voyagent parfois dans le temps pour concevoir le présent avec plus de clarté. Par exemple, Phoebe retourne en adolescence et revit sa phase rebelle lorsque la réunion des anciens élèves de son lycée dégénère. Épisode 17 de la saison 6. De manière plus flagrante, Phoebe se rencontre littéralement elle-même en enfant innocente et en vieille femme pleine d'amertume. Saison 4, épisode 14. Non seulement ces analepses et ces prolepses s'inscrivent dans le parcours initiatique des jeunes sorcières, mais elles renforcent l'ancrage de l'héritage familial. Comme l'explique encore Alexis Pichard, je cite, « Dans Chant, le saut dans le temps repose toujours sur l'idée que le passé doit être altéré afin de réécrire le présent et ainsi sauver la lignée des sœurs Halliwell sans cesse menacée. » Fin de citation. Or, certains événements du passé ne peuvent être changés. Par exemple, Paige retourne dans le passé pour découvrir pourquoi ses parents sont décédés dans un accident de voiture alors qu'elle y a survécu miraculeusement. Épisode 10, saison 4. Elle s'aperçoit que c'est la magie, ou plus précisément son pouvoir de téléportation, qui l'a sauvée. Léo, l'être de lumière qui guide les sœurs Halliwell, lui révèle alors une vérité inébranlable. Je cite, « La magie a toujours fait partie de toi. » Cette phrase ouvre une brèche dans la conception de la magie. Est-elle innée ou acquise? Est-elle un don ou un fardon, une vocation ou un talent? Lorsque les sœurs s'apprêtent à renoncer à leur pouvoir pour mener une vie ordinaire, dans la première saison, épisode 10, voire au moment où elles perdent leur pouvoir pour de vrai, saison 2, épisode 17, les sœurs s'accrochent à leur destinée immuable. Phoebe raisonne Piper, celle qui aspire le plus à une vie normale. Je cite, donc dans l'épisode 17 de la deuxième saison, « Tu es née comme sorcière, ce n'est pas un choix, c'est un fait. » Fin de citation. Mais l'héritage ne dispense pas de l'apprentissage. Et je cite ici Anne Besson, « Globalement, un consensus s'établit dans tous les univers de fantasy où la magie fonctionne. Certains personnages ont un don ou un talent inné dans ce domaine, mais il est nécessaire qu'ils apprennent à s'en servir. » Fin de citation. Novices en matière magique, les sœurs commettent parfois des erreurs. Des formules tournent mal, des potions changent d'effet, des témoins mortels assistent à des scènes surnaturelles. Autant d'accidents magiques qui prouvent que les héroïnes, je cite encore Anne Besson, débutent l'histoire dans un état d'ignorance et d'impréparation auquel l'intrigue se chargera de remédier. Fin de citation. La phrase emblématique de Simone de Beauvoir se confirme donc dans le monde de la magie. On ne naît pas sorcière, on le devient. La série Chant se referme sur l'idée de l'héritage. Les trois sœurs, fortes de leurs expériences surnaturelles, remplissent le livre des ombres, partagent leur sagesse féminine et passent le flambeau aux générations futures. Je passe à la seconde partie que j'ai intitulée « Sorcière bien-aimée et drôle de femme » ou « rôle de femme ». L'identité féminine de Phoebe, Piper, Prue et Paige se forge également en dehors de la sphère magique et sororale. Certes, elles sont des sœurs et des sorcières avant toute chose, mais elles poursuivent des carrières, elles tombent amoureuses, elles rêvent du mariage, se projettent dans la maternité et deviennent mères. Autant de rôles qui paraissent à première vue, sinon incompatibles, du moins inconciliables, à leur devoir de sorcière.
Si la série met l'accent sur l'identité commune des trois sœurs dans leur unité, elle souligne toutefois l'importance de l'épanouissement individuel sur plusieurs niveaux. Ou pour le dire autrement, la construction et l'évolution identitaire de chaque sœur participent à leur identité commune, dans le sens où elle instaure et garantit un équilibre magique et familial. Tout d'abord, l'insertion professionnelle de Prue offre une stabilité économique aux trois sœurs. Très ambitieuse, elle l'expertise des collections et des objets rares dans la maison de vente aux enchères. Elle s'essaye aussi à la photographie professionnelle, sans pour autant décoller. « Combien de femmes photographes professionnelles tu connais ?» lui demande Phoebe en dénonçant les inégalités hommes-femmes dans le monde du travail. Épisode 15, saison 2. En ce qui concerne Piper, elle réussit une véritable ascension dans l'univers gastronomique. Elle est d'abord chef de cuisine, puis propriétaire du bar P3 et d'un restaurant. Phoebe fait des études en psychologie et rédige sa rubrique Ask Phoebe. Grâce à son pouvoir d'empathie, elle conseille ses lecteurs en matière amoureuse. Paige collectionne les petits boulots et s'avère compétente dans l'assistance sociale, un métier qui va évidemment de pair avec son statut d'être de lumière et de sorcière. Mais la vie de sorcière n'empiète pas seulement sur la carrière. Les relations amoureuses en pâtissent également. Phoebe entretient, par exemple, une relation très toxique avec Cole, alias Balthazar, un puissant démon. Prue, elle, de son côté, va même jusqu'à utiliser la formule de vérité pour libérer sa parole et révéler son secret à Andy. Saison 1, épisode 8. Mais celui-ci n'accepte pas sa nature magique. Elle renonce donc à l'amour pour ne pas perdre son identité et renier son héritage. Sauf Piper, qui s'installe lui dans une relation durable avec Léo, les autres sœurs enchaînent les histoires d'amour avortées et interdites. D'ailleurs, Phoebe souffre longtemps de sa séparation avec Cole. Elle se transforme en sirène, épisode 1 de la saison 5, vit dans le déni du chagrin et essaie d'assouvir son besoin d'évasion et de liberté. Jusque dans la dernière saison, elle se morfond dans l'attente d'un amour et ressemble à la femme sortie des contes fées dont Simone de Beauvoir dénonce la passivité. Je vous cite Simone de Beauvoir à propos de la femme représentée dans les contes de fées. Elle apprend que pour être heureuse, il faut être aimée. Pour être aimée, il faut attendre l'amour. La femme, c'est la belle au bois dormant, peau d'âne, Cendrillon, Blanche-Neige, celle qui reçoit et subit. Les refrains populaires lui insufflent des rêves de patience et d'espoir. Fin de citation. Aussitôt qu'elle quitte l'océan et abandonne son apparence de sirène, Phoebe se transforme effectivement en Cendrillon puis en citrouille. Épisode 3 de la saison 5. Elle semble donc bien coincée dans le rôle féminin de l'univers merveilleux. Piper rêve du mariage parfait, mais se montre vite désenchantée. Non seulement elle veut épouser un être de lumière, une union formellement interdite dans le monde magique, mais elle redoute aussi l'apparition d'invités indésirables, des démons. Le mariage de Piper et de Léo, déjoué à 2 reprises, a finalement bien lieu, mais cette union doit survivre à quelques épreuves. Entre autres, Léo doit partir et devient fondateur. Piper va en fait souffrir d'une solitude très féminine. Et je la cite, « On est bénie en tant que sorcière et maudite en tant que femme. Parfois, je me dis qu'on est destiné à rester seul. » Fin de citation de l'épisode 15, saison 3. Évoquant la fatalité et peut-être même l'ironie du sort, Piper fait une distinction entre sorcière et femme, comme si ces 2 pôles identitaires étaient inconciliables, voire contradictoires. L'antithèse entre la chance et la malchance suggère que la réussite dans la pratique de la magie a comme revers de la médaille le chagrin d'amour. Quant à Phoebe, elle accepte la demande en mariage de Cole et enfile la bague de fiançailles de sa grand-mère. Mais cette bague maudite déclenche un sort astucieusement jeté par Penny. Elle transforme Phoebe en femme au foyer des années 50, et vous voyez l'image sur le slide, en sorcière bien-aimée, clin d'œil à Samantha qui joue l'épouse modèle dans la série culte. Épisode 12, saison 4. Cette mise en garde de Penny contre la prison du mariage ne dissuade cependant pas Phoebe. Manipulée par Cole et la prêtresse, elle finit par rejoindre le côté maléfique, quoique temporairement, après ses noces noires. Saison 4, épisode 19. Si au premier coup d'œil, la série propose une fin heureuse aux sœurs, elles se marient toutes les 3, le mariage de Piper avec Léo
et celui de Phoebe avec Coop se font sous l'autorité patriarcale et oppressante des fondateurs. Je cite encore Alexis Pichard. La fin de Charmed confirmera cette mainmise patriarcale sur la vie amoureuse des sœurs, puisque Piper mènera une vie heureuse avec Léo, ange choisi et adoubé par les fondateurs, tandis que Phoebe se mariera avec Coop, un Cupidon que les fondateurs lui ont spécialement envoyé. Nous ne sommes plus très loin des mariages de convenance. Fin de citation. Dans la continuité du mariage se pose la question de la maternité. Dans l'épisode 11 de la 2e saison, les sœurs s'occupent d'un bébé abandonné et ont du mal à suivre et à écouter leurs instincts féminins. Je cite « Pourquoi c'est aussi dur? On est des femmes, ça devrait être naturel », s'impatiente Phoebe. Dans l'épisode 20 de la 5e saison, Piper s'énerve, je cite « Cette histoire d'instinct maternel, c'est du baratin ». Fin de citation. Piper déconstruit ici le mythe de l'éternel féminin, tout comme Simone de Beauvoir. Et je vous cite encore Simone de Beauvoir. « Je pense qu'il n'existe pas de mythe plus irritant ni plus faux que celui de l'éternel féminin qui fut inventé avec l'aide des femmes par les hommes et qui la décrit comme intuitive, charmante, sensible. » J'insiste sur l'adjectif charmante, en écho avec le titre de la série. Malgré ses réticences initiales, Piper est la première des sœurs à devenir mère et Phoebe l'a encouragée de réaliser son désir d'enfant. Je cite Phoebe, « Des générations d'Hannibal ont eu des enfants tout en étant sorcières. » Épisode 7, saison 4. La grossesse de Piper se transforme en véritable tremplin dans la construction et l'évolution identitaire de l'héroïne. D'une part, elle devient quasiment invincible grâce au bouclier magique de son garçon, qui la protège contre le mal, et d'autre part, elle parvient à mieux concilier son rôle de mère et son devoir de sorcière. En effet, elle établit une espèce d'hiérarchie de ses fonctions. Je cite « Avant d'être mère, je suis une sorcière qui a des innocents à protéger. » Premier épisode de la saison 5. Elle tient aussi davantage encore à des principes moraux. Je cite « Je suis une mère, je ne tuerai pas un bébé démon. » Épisode 9 de la saison 6. En ce qui concerne Phoebe, elle se sent dans la dernière saison tout à la fois incertaine et impatiente de devenir mère. Après sa prémonition, où elle voit son propre futur et rencontre sa petite fille, épisode 8 de la saison 8, cela vire presque à l'obsession. À la toute fin de la série Charmed, les sœurs vécurent heureuses et eurent donc beaucoup d'enfants, 3 chacune, sans pour autant renoncer à leurs ambitions professionnelles. En femme moderne, Piper proclame, je cite, « Une femme peut travailler et avoir un bébé, on n'est plus en 1920. » Fin de citation, épisode 5, saison 5. En somme, Charmed s'inscrit ainsi dans le mouvement féministe de la 3e vague qui propose un compromis entre les aspirations de liberté et d'indépendance et les rôles féminins au sein de la famille. Je cite Alexis Pichard, « L'indépendance fait toujours partie des revendications, mais on ne l'oppose plus à l'idée de félicité domestique, au mariage, à la vie de famille. Fondamentalement, les post-féministes ne sont pas anti-hommes. » Fin de citation. Les sœurs arrivent ainsi à devenir des femmes libres et post-modernes, sans renier leurs désirs féminins, comme le mariage et la maternité. Je passe donc, sans transition, à la 3e partie, où j'analyserai dans quel sens Charmed est une série féminine et féministe. Il sera possible de laisser un peu de temps pour un échange avec des questions? Oui, oui. Merci. Alors, se déclinant au féminin, l'univers de Charmed réserve le côté maléfique majoritairement à la jante masculine. Si à de nombreux moments la série démantèle les clichés à l'encontre des femmes, elle en renforce d'autres. Elle revient sur l'image stéréotypée des sorcières. Dans le deuxième épisode de la première saison, Piper regarde un documentaire sur la chasse aux sorcières. Donc, elle craint d'entrer dans une église. Dans le 2e épisode de la 2e saison, Phoebe se voit brûler vive sur un bûcher. Et finalement, dans l'épisode 4 de la saison 3, les sœurs entreprennent un voyage dans le temps, retournent en 1670 et assistent à une chasse aux sorcières. Dépourvues de pouvoirs magiques, elles s'efforcent de pratiquer la magie comme dans le passé.
Elles se servent d'un balai pour voler ou encore d'un chapeau conique pour concentrer leur énergie surnaturelle. Ainsi, les sœurs plongent dans le folklore et de la magie. Je cite Phoebe, « Personnellement, je n'apprécie pas trop la représentation de la sorcière dans la tradition populaire », explique-t-elle en pensant au nez crochu. L'escapade sur le balai, qui l'a quand même ravie, et vous voyez sur l'image, annonce son pouvoir de lévitation tant convoité. Alors, ensuite, dans l'épisode 5 de la saison 2, je trouve qu'il y a une très grande révélation en ce qui concerne la conception très traditionnelle des genres. Alors, cet épisode met en scène le succube, une prédatrice qui séduit les hommes pour en absorber la testostérone. Pour combattre le succube, créature lugubre d'apparence féminine, Pooh se transforme en homme. Suite alors une cascade de préjugés à la fois sur les hommes et les femmes. Phoebe et Piper rigolent. Tu crois qu'elle joue avec son nouveau corps? Pooh dans la peau d'un homme, à vous-même, c'est dingue, on ne pense qu'à ça, à force c'est débilitant. Pour aider Pooh à devenir un homme et à se comporter de manière plus virile, Piper recourt à d'autres clichés. Les hommes aiment le sport, marchent avec assurance, se définissent par leur voiture. Pooh essaye même d'imiter les gestes et la posture de leurs voisins. Vous voyez sur la photo. Pooh illustre en fait la théorie de Judith Butler sur la performativité des genres. On n'est pas femme ou homme, mais on agit, on parle, on s'habille, on se comporte comme tel, et de manière répétée, de préférence. Lorsqu'elle déclenche une bagarre, Pooh interprète l'homme, elle joue à l'homme, elle devient plus masculine, elle performe au double sens du terme anglais. Elle joue et elle accomplit son rôle. Un autre moment clé qui thématise la différence homme-femme est la métamorphose de Piper en Valkyrie dans l'épisode 15, saison 3. Elle déclare aux autres Valkyries, je cite, « Ici, les femmes ne dominent pas les hommes, ils n'obéissent pas, ils font ce qu'ils veulent. » Fin de citation. Dans l'épisode 14 de la saison 3, Pooh atterrit par le biais d'une boucle temporelle dans un western univers viril, voire machiste. Elle y attise la colère d'un cow-boy qui n'hésite pas à recourir à la violence physique. Le cow-boy lui dit « Je ne suis pas habitué à frapper une femme, mais comme vous êtes habillé comme homme, je ferai une exception. » Finalement, dans l'épisode 2 de la saison 7, Phoebe se dénude dans Lady Godiva du XIe siècle pour dénoncer la discrimination des femmes qui allaient en public. Je cite, « Quelle honte qu'une femme doit se déshabiller pour qu'on l'écoute », s'écrie-t-elle sur le haut de son cheval. Par ailleurs, la grand-mère Penny, matriarche des Halliwell, que les sœurs découvrent en hippie lors d'un énième voyage dans le passé, emblématise la deuxième vague féministe qui s'en prend au patriarcat. Dans l'épisode 15 de la saison 3, avant le mariage de Piper, Penny insiste « Les femmes gardent leur nom de jeune fille dans notre famille ». Et elle rappelle également que la lignée des Halliwell est censée être régentée par des femmes, non par des hommes. Dans le prolongement du féminisme que prône Charmed se situe son reboot de 2018 qui met en scène les trois sœurs Macy, Maggie et Mel, donc qui se retrouvent également être des sorcières. Et dans cette nouvelle version, le message féministe s'accentue. Mel, lesbienne assumée, fait des études en histoire de femmes et milite pour le consentement. Le reboot baigne ainsi dans le mouvement MeToo et soulève d'autres problématiques contemporaines liées au genre. D'ailleurs, plusieurs personnages sont incarnés par des acteurs, des actrices issus des minorités. En définitive, la figure de la sorcière ressemble à une clé de voûte qui lie et maintient les piliers de l'identité. C'est en devenant sorcière que les Halliwell deviennent de meilleures sœurs et de meilleures femmes. En d'autres mots, la figure de la sorcière promet l'accomplissement dans la sororité et la féminité. Plus qu'un défi, voire un problème, la magie pose des jalons identitaires. Si Charmed illustre donc la trinité de la fantaisie féminine, magie, sororité et féminité, la série révèle aussi
Et là réside son charme, l'ultime pouvoir de la magie. Par la pratique de la magie, par son perfectionnement, les Halliwell prennent conscience qu'elles sont finalement capables d'affronter les épreuves de la vie ordinaire. À vrai dire, les sœurs Halliwell s'initient à la vie normale uniquement par le biais de la magie. Qui ose donc encore dire que rester sœur, devenir sorcière et être femme, ce n'est pas sorcier? Merci. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques. Travel launches to clear. Such a beautiful planet populated by your